prêt pour la dernière conférence de la journée. Juste avant ça, j'ai un petit message de service à faire passer, alors même deux en fait. N'oubliez pas, après, à la fin de votre journée, de laisser des feedbacks aux speakers. Vous avez différents moyens de le faire. Vous avez l'application mobile, vous avez le site web. Vous avez également, vous regardez sur le programme, vous avez un petit QR code qui vous permet justement de scanner et de laisser les feedbacks. Et le deuxième message que je vais vous faire passer, c'est que à l'issue de ce talk, est-ce que vous pouvez vous diriger vers l'after party? Alors c'est la salle Jules Verne sur vos plans, parce qu'en fait les portes principales de la cité vont être fermées et il faudra sortir par l'after party. Donc même si vous n'avez pas prévu d'y être, ce qui serait bien dommage, c'est par là qu'il faudra sortir. Voilà, dernière conférence de la journée. On va avec un sujet ludique, on va parler stéganographie, je vais y arriver, ou l'art de cacher des informations dans des images. Et pour ça, on a la joie d'accueillir Sonia Sediki. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour, déjà bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ici pour vous parler d'un sujet qui me fascine énormément et qui est la stéganographie. Donc moi je m'appelle Sonia, je travaille dans une boîte qui s'appelle Pitchy. Là-bas je fais beaucoup de choses liées à l'infra, à l'optimisation vidéo. On fait de la vidéo, c'est notre cœur de métier. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas avec cette casquette-là que je viens aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma deuxième vie. Ma deuxième vie qui a commencé il y a quelques années quand j'ai découvert les CTF. CTF, c'est capture de flag. C'est des compétitions orientées cybersécurité où on a des épreuves et le but c'est d'obtenir ce qu'on appelle un flag. Un flag, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve de compromission. Par exemple, la preuve qu'on a réussi à accéder au serveur back-end d'un service web, alors qu'on n'était pas censé y avoir accès. Ça peut être avoir réussi à déchiffrer un message qui a été chiffré, donc avec un algorithme de cryptographie, mais sans avoir la clé. Donc ça, normalement, c'est pas possible. Et donc moi, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, je suis arrivée à un atelier de reverse engineering, donc on nous a sorti de l'assembleur, plein de trucs incompréhensibles. Moi, à cette époque-là, j'avais jamais ouvert un terminal de ma vie. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu too much pour commencer. Et du coup, j'ai démarré avec une catégorie un peu à part de ces compétitions, qui est la stéganographie. Et quand j'en parle autour de moi, en général, les gens me disent « Waouh, c'est fou, je savais pas que ça avait sa place dans la cyber. » Et à chaque fois, je leur dis « Trop bien, tu connais ?» Et on me dit « Bah oui, c'est le truc des secrétaires pour écrire plus vite. » Et c'est pas tout à fait ça. Ça s'écrit presque pareil, mais c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est la sténographie, ou sténo, pour les habitués. Et nous, on parle de stéganographie, ou stégano, pour les habitués. La stéganographie, c'est l'art de la dissimulation. Ça va être l'art de faire passer un message devant tout le monde, mais sans que personne se rende compte. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très sophistiqué. Ça peut être, voilà, comme par exemple ici, la NSA qui fait des tweets avec des petites anecdotes sur les télégrammes. Pour nous, c'est juste une anecdote sur un télégramme. Pour la personne à qui c'est destiné, c'est un autre message. En soi, en fait, c'est un peu comme les carottes sont cuites de Gaulle. C'était aussi une forme de stéganographie en soi. Et heureusement, on n'a pas attendu la naissance de la radio ou des ordinateurs pour faire de la stéganographie. On en a trouvé les premières traces qui remontent jusqu'à l'Antiquité. En fait, à l'époque, quand on voulait faire passer un message sans qu'il se voie, on l'écrivait sur la tête d'un messager, c'est caché par les cheveux, et à l'arrivée, on rasait la tête du messager et on découvrait le message. C'était un peu rudimentaire, mais ça a le mérite d'être assez créatif avec les moyens du bord, finalement. Et on a eu d'autres formes de stéganographie. L'encre invisible en soi, c'est aussi une façon de faire passer un message. Et par exemple, sur l'image qu'on voit derrière moi, alors je vais voir si on peut... là, on voit sur le bord de la rivière des petits brins d'herbe, donc on en a des courts et des longs. Et en fait, si on remplace ça par des traits et des points, ça nous fait un message en morse, donc qui est dissimulé dans l'image. Aujourd'hui, moi, je vais surtout me concentrer sur la stéganographie numérique. Donc comment on va pouvoir exploiter des images, du texte, pour aller cacher des choses dedans. Et pour ça,
on va prendre deux adorables petits chatons à votre gauche. Vous avez l'image d'origine. Donc c'est un petit chaton tout à fait innocent qui n'a rien à déclarer. Et à côté, il y a un autre chaton qui lui est beaucoup plus suspect, qui a l'air d'être à peu près identique, même voire quasiment identique au premier, à ceci près qu'il nous cache 3 secrets. Et je vous propose d'aller les découvrir ensemble à la manière d'un challenge de CTF. Donc comme on peut le voir ici, j'ai mes 2 images, donc qui sont bien, qui peuvent tout à fait s'ouvrir et qui ont l'air parfaitement identiques. Alors, avant de démarrer la démo, est-ce que c'est assez gros? Est-ce que vous arrivez à lire ou au fond aussi? Ok. Donc, en général, quand on participe à un CTF, la première chose qu'on nous donne, c'est le flag format. C'est-à-dire que notre preuve de compromission, ou notre message caché qu'on va aller extraire, pour qu'on s'y retrouve tous, il a une forme assez particulière en général. Donc pour nous, le flag format, ça va être flag avec un message entre 2 accolades. Ça, on sait que quand on voit quelque chose qui a cette tête-là, c'est bon, on a trouvé un flag. La première chose quand on résout une épreuve de stéganographie, c'est de se demander quel est le format de l'image, par exemple. Donc nous, ici, c'est des images PNG. Pourquoi on se pose cette question? Parce que la première chose qu'on fait, c'est de savoir quels outils on va pouvoir utiliser pour analyser l'image. Et la deuxième question, c'est quel spec de 500 pages on va devoir aller lire pour comprendre comment c'est construit. C'est un peu le côté un petit peu rébarbatif des épreuves, mais c'est assez intéressant quand on s'y met. Donc pour des images PNG, on a un outil assez sympa qui s'appelle PNG Check et qui, comme son nom l'indique, check des PNG. Donc je commence par regarder mon image d'origine, et PNG Check me dit il n'y a pas de problème sur cette image, moi j'ai rien à déclarer, elle m'a l'air très bien construite. On répète l'opération sur notre deuxième image, celle qui a les secrets, et là PNG Check nous dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous dit exactement ce que c'est, on n'a pas encore lu la spec, on ne comprend rien. Donc c'est l'heure de la minute spec. Une image PNG, elle est décomposée en ce qu'on appelle des chunks. Donc c'est des blocs de données. Un chunk, c'est représenté par un nom, une taille, des données qu'il contient, et une somme de contrôle à la fin pour vérifier qu'on n'a pas corrompu les données entre-temps. Et donc là, ce que PNG Check me dit, c'est qu'il y a un chunk particulier qui s'appelle END, et qui, comme son nom l'indique, est censé être le dernier. Et il me dit c'est bizarre parce qu'il y a quand même... J'arrive quand même à lire d'autres choses après ce chunk, alors que le chunk EN, c'est un peu le end of file pour notre lecteur d'images. S'il y a des choses après, c'est plus vraiment un end of file. Donc c'est à ce moment-là qu'on sort l'éditeur hexadécimal pour regarder exactement ce qui se passe à la fin. Donc là, on va le faire en ligne de commande. On va demander à PNG Check un petit peu plus de détails, notamment pour avoir l'offset, savoir en fait, si, pour m'éviter de lire absolument toute l'image, savoir à partir de quand j'ai besoin de lire. Ce qui va nous permettre après d'aller afficher le contenu de la donnée à la fin de mon image. Donc on voit ici notre chunk END, effectivement, c'est pas ça ce que je voulais. Ok, comme ça, pardon. Et on voit un message, effectivement, qui a été rajouté à la fin. C'est une première technique pour cacher des secrets dans une image. C'est une technique qui est un petit peu grossière, donc on ne la voit pas forcément, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et effectivement, on n'a pas de secret ici. Donc on va relancer notre check, mais cette fois-ci, on va aller regarder les autres chunks. Et on voit qu'il y en a beaucoup. On retrouve notre chunk END ici, et on a plein de chunks IDAT qui, comme leur nom l'indique, en fait, contiennent toute la donnée de l'image, donc tout ce qui va être les pixels, mais sous format compressé. On a notre premier chunk qui est un chunk de header avec des métadonnées, et on en a 2 autres ici qui sont formatés un petit peu différemment, et ça c'est parce que la spec nous dit qu'il y a des chunks qui sont facultatifs. Et on sait qu'ils sont facultatifs parce qu'ils commencent par une minuscule. Donc le chunk fizz, par exemple, donne des informations supplémentaires, mais il n'a pas besoin d'être là. Et la spec dit, on peut aussi créer nos propres chunks.
du moment qu'on leur donne un nom très spécifique, du moment qu'on les fait commencer par 2 lettres minuscules. En fait, ça veut dire qu'on est capable de créer nos propres chunks et de mettre la donnée qu'on veut dedans. Et effectivement, PNG-check me dit, bon, ça a l'air d'être un truc valide, mais c'est un chunk qui n'est pas dans ma liste officielle fournie par Aspec. Donc c'est suspect. Même chose, on va récupérer l'offset, on va récupérer la taille, et on va encore passer ça dans notre éditeur hexadécimal pour aller voir le contenu de ce chunk. Et là, on tombe sur une chaîne de caractères encodée en base 64. Et si on la décode, on va tomber sur notre premier flag. On s'applaudit. Mais du coup, l'aventure ne s'arrête pas là, parce qu'on a quand même dit qu'on allait chercher des secrets dans des pixels, on n'a toujours pas regardé les pixels. Alors, il va se passer un petit peu de magie, mais on va expliquer ça après. En gros, attendez, ça j'en avais pas besoin. Quand j'ai créé cette image, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle OpenStego et qui permet d'aller injecter un fichier dans une image via une technique qu'on verra. Donc je vais utiliser ce même logiciel pour aller extraire le contenu de mon secret. Et il me dit effectivement, j'ai réussi à sortir un fichier de ton image, un fichier texte. Donc on va aller voir ce qu'il contient. Et il contient encore plein de chaînes de caractères encodées en base 64. Donc on va essayer de décoder tout ça. Et on se rend compte qu'on a plein de bazar. Mais surtout, au tout début, on a notre deuxième flag. Et notre deuxième flag qui dit des secrets dans les pixels. Donc avant de pousser la démo plus loin, on va reprendre un petit peu cette technique qui a l'air un peu magique, qui nous a permis de faire tout ça. Et donc cette technique, en fait, elle s'appelle LSB, mis pour Least Significant Bit. Donc comment ça se passe? En fait, on a un pixel, et un pixel, il a une couleur qui est définie par exemple, des composantes RGB. Et ce pixel-là, je l'ai reproduit en 16 exemplaires, juste en dessous, ou presque. Parce qu'en fait, si on regarde la composante couleur de ces pixels, elles ne sont pas toujours exactement pareilles. Voilà, on voit que parfois c'est 51, parfois c'est 50. Mais c'est une variation qui est suffisamment petite pour qu'on n'arrive pas à la percevoir à l'œil nu. Et c'est sur ce constat-là, en fait, qu'on va pouvoir... c'est ça qu'on va pouvoir exploiter pour aller injecter notre message secret. Donc mettons qu'ici on a un message secret et qu'on a sa représentation en binaire. Donc au lieu de regrouper nos 0 et nos 1 en groupe de 8, on va les regrouper en groupe de 3. Groupe de 3 comme nos 3 composantes RGB, finalement. Et si je reprends mon premier pixel, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ce qu'on appelle le bit de poids faible, donc celui qui est tout à droite, et qui va, en gros, définir si notre chiffre est pair ou impair. Et ce dernier bit, on va aller l'écraser pour le remplacer par notre message. Donc, par exemple, les trois premiers bits de mon message sont maintenant devenus le bit de poids faible de mes composantes RGB pour ce pixel. Ce qui a pour effet de changer légèrement la valeur de chaque couleur. Et en fait, les 16 pixels que je vous ai montrés tout à l'heure, finalement, c'était 16 fois le même pixel dans lequel j'ai injecté mon message secret. Donc c'est comme ça que j'arrive à avoir 2 chatons quasi identiques et pourtant un énorme fichier texte caché dans la deuxième image. Donc si on reprend la suite de notre démo, on voit qu'il nous reste un flag à trouver et le message nous dit qu'il n'est pas du tout ici. Clin d'œil, clin d'œil. Il est forcément ici. On ne nous aurait pas mis 30 lignes de lorem ipsum s'il n'y avait pas quelque chose de louche. Encore un petit peu de magie. J'ai un script qui me donne la résolution de ce problème. Pour info, voilà, il est ici, il est un peu moche, mais je tenais à le montrer pour dire que ce n'est pas juste print flag, mais ça donne quand même le dernier flag. Alors comment on a fait ça? Le flag, il dit des secrets dans le padding. Mais encore. On va se concentrer sur la première ligne
de notre fichier texte, donc qui est cette chaîne en base 64. Et cette chaîne, on va la décoder. On retrouve bien la première ligne de notre message qui était félicitations. Et donc cette ligne-là, après l'avoir décodée, on va la réencoder. Et là, on se rend compte qu'en fait, par rapport à la première qui est quelques lignes plus haut, la fin n'est pas tout à fait pareille. La première terminait par W, celle-là termine par Q. Donc ça veut dire qu'on a perdu quelque chose en fait dans le processus de décodage. Et ce qu'on a perdu, c'était l'information qui était contenue dans le padding. Et en fait, c'était le tout début de notre troisième flag. Donc comment ça fonctionne ? Avant de voir comment ça fonctionne, on va reprendre un petit peu le concept de l'encodage en base 64. Donc on reprend toujours notre secret, toujours avec la même représentation binaire. Et cette fois-ci, au lieu de faire des groupes de 8, on va faire des groupes de 6. Et là, ça marche super bien parce qu'en fait, avec 3 groupes de 8, je peux faire 4 groupes de 6. L'encodage base 64 va toujours faire des blocs de 6 et toujours par groupe de 4 blocs de 6. C'est important, on verra pour la suite. Et donc chaque bloc de 6 va correspondre à un caractère, donc soit une lettre en majuscule, en minuscule, un chiffre entre 0 et 9, un plus ou un slash. Donc il se trouve que secret, encodé en base 64, ça nous donne ce truc-là. Parfois, les choses ne se passent pas comme on veut, et on n'a pas assez d'octets pour faire parfaitement des groupes de 6. Et on se retrouve, comme ici, avec 2 zéros dont on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est là qu'on fait intervenir la notion de padding. En fait, on va compléter ces 2 zéros par d'autres zéros, jusqu'à avoir un bloc de 6. Mais on a dit qu'il nous fallait 4 blocs de 6. Donc comment on fait ? On ne peut pas continuer de rajouter des zéros, parce qu'on ne va pas inventer du message. Du coup, on rajoute, la convention, c'est on rajoute 2 caractères égaux pour dire, voilà, on a complété notre bloc de 4 groupes de 6. Et donc pareil, dans le cas où il nous manque un petit peu, mais un peu moins, on a toujours cette notion de rajouter des zéros pour compléter avec un bloc de 6. Et cette fois-ci, on a besoin de rajouter qu'un seul égal. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, le fait de rajouter des zéros, en soi, c'est une convention, mais moi, je peux rajouter absolument ce que je veux, et toutes ces chaînes de caractères-là, quand je vais les décoder, elles vont toutes me donner le même résultat, qui est notre message d'origine. Et donc si par exemple j'ai 2 chaînes de caractères encodées en base 64, dans le cas présent ici, sur chaque ligne, j'ai 4 bits d'information dans lesquels je peux stocker l'information que je veux. Et donc sur 2 lignes, j'arrive à cacher la première lettre de mon message, par exemple. Et donc tout ça pour dire que est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est juste là pour faire des mots croisés ? Alors, ça sert vraiment à quelque chose, parce que, par exemple, mon image de chaton, là, avec tous ses secrets, j'aurais pu la publier sur un groupe Facebook des amoureux des chatons trop mignons, sur lesquels il y aurait mes autres copains malfaiteurs qui guettent mon message, qui guettent le fait que je vais poster une nouvelle photo, et qui vont pouvoir aller récupérer cette photo, extraire les infos et lire leur message tranquillement. Et en soi, mon image de chaton, sur la page Facebook des amoureux des chatons, elle ne fait pas tâche, elle a totalement sa place. Donc, ça passe inaperçu. Deuxième cas d'usage, l'exfiltration de données. Imaginons que vous voulez sortir des secrets d'entreprise. Faites pas ça. Mais, imaginons, vous pourriez les cacher dans la petite bannière qui sert de signature d'email. Que vous envoyez un mail à votre maman, qui reçoit du coup le mail avec la signature, et dans la signature, il y a, je ne sais pas, les clés AWS de votre entreprise, je ne sais pas, au hasard. Mais ne faites pas ça, c'était imaginé. Et un dernier cas d'utilisation qui est un peu ancien, mais qui est assez intéressant, bon, ça remonte à l'époque bénie d'Internet Explorer et de Flash. On peut moins se permettre ça aujourd'hui, mais c'est utilisé dans des campagnes de malvertising. Malvertising, c'est contraction de malware et advertising, donc c'est de la publicité malveillante.
Et en fait, à l'époque, ça permettait en fait de mettre du code malveillant à l'intérieur d'une image. Donc, par exemple, sur toutes les composantes R de tous les pixels, on encode notre bout de code JavaScript. Et ensuite, on a un autre script qui va aller récupérer ça, enfin qui va aller extraire le code JavaScript pour le faire tourner. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, le code JS en lui-même n'est visible qu'au dernier moment et peut plus facilement atterrir sur la machine des victimes. Un peu plus compliqué à faire aujourd'hui, mais à l'époque, il y a une époque où ça marchait plutôt pas mal. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup.